On est bien sur cette émission qui nous a permis de parler d'une dame qui est une Amérindienne de la tribu Béotuk. Béotuk. Alors les Béotuk, eh ben voilà, nous sommes à Terre-Neuve. La terre des Béotuk, c'était Terre-Neuve. Juste avant l'arrivée des Anglais, la colonisation anglaise. Alors, la colonisation anglaise, ça n'a pas duré 5 minutes, mais ils ont revendiqué la Terre-Neuve en 1583 d'ailleurs. Mais ils n'étaient pas installés sur Terre-Neuve, ils ont commencé à s'installer sur Terre-Neuve en 1610. Et ils sont devenus, entre guillemets, propriétaires de Terre-Neuve beaucoup plus tard. Donc on va pas citer toutes les dates. Et voilà, c'est là qu'on trouve les Béotuk. Les Béotuk peuplaient cette île, l'île de Terre-Neuve, et c'était les seuls habitants pendant très longtemps. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire des Béotuk, ça va supporter aussi pour 1h30. Donc voilà, les seuls qui passaient voir les Béotuk de temps en temps, c'était les pêcheurs de morue, nos amis basques, qui allaient pêcher la morue. Et sur un document que j'ai trouvé aux archives de Saint-Jean-de-Luz, il y a quelqu'un qui avait fait un mémoire justement sur ces pêches à la morue. Et ils disent dans ce mémoire qu'en 1392, les Basques allaient déjà pêcher la morue autour de Terre-Neuve. Donc ils avaient découvert les Amériques nettement avant Christophe Colomb. Mais bon, il y a Éric le Rouge qui était passé par là aussi. On dit que Éric le Rouge, c'est le premier à avoir rencontré les Béotuk. Voilà, donc les Béotuk, ils habitent cette Terre-Neuve. Et donc, le premier qui vient les voir et qui va les voir réellement, il s'appelle Giovanni Caboto. Giovanni Caboto, ça vous parle? Non. Donc c'est quelqu'un qui avait été envoyé par le roi d'Angleterre, Édouard VII à l'époque, et avec toujours l'idée d'envoyer des marins qui allaient mettre le drapeau anglais un peu partout pour réclamer la terre, comme je l'ai dit. Voilà. Et Giovanni Caboto, qu'est-ce qu'il fait de mieux quand il arrive à Terre-Neuve? Il débarque, il va rencontrer les Béotuk, et il en pique 3, qu'il met dans son bateau. C'est pas très sympa d'en prendre 3. Il dit, ben si, ils sont rigolos, c'est là, on va montrer les curiosités au roi d'Angleterre. Et effectivement, les familles des 3 se liguent un peu contre Caboto pour essayer de récupérer le leur. Et ben non, ça ne marche pas, et les 3 sont envoyés en Angleterre. Voilà. Donc, ça commence à ne pas plaire aux Béotuk, parce que pour l'instant, les braves Bretons ou les braves Basques qui passaient, ils les voyaient passer, et il n'y avait pas d'interférence, c'est-à-dire que les Béotuk occupaient l'ensemble du territoire, et nos amis Bretons ou Basques, ils mettaient quelques petits campements par là pour passer la nuit, et ils faisaient des pêches dans le nord ici, c'est la pêche à la morue. Effectivement, ils observaient bien le passage d'une campagne à l'autre, parce que quand ils revenaient l'année d'après, les pics d'arrêtement, ils avaient été un peu visités par les autochtones, qui en profitaient pour récupérer des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir par eux-mêmes, en particulier les métaux, pour améliorer leurs flèches ou des choses comme ça. Donc, il y avait quelques bisbilles entre eux, parce que les autres abîmaient un peu les cabanes. Mais ils ne se sont jamais battus, ni rien du tout. À la suite de Caboto, qui est un Génois, qui travaillait pour le roi d'Angleterre, il y a un autre individu qui est passé, qui s'appelle Corte-Real. Donc là, on est en 1500. Donc l'autre, c'était 1499, lui, il vient en 1500. En 1500, il débarque. Et lui, il a aussi des hommes en armes, et il essaie de piquer une famille entière. Les Béotuk qui vivaient en famille, entre guillemets, dans ce territoire, des groupes de 70, 75 personnes. Voilà. Et puis il y avait un autre groupe un peu plus loin, un autre groupe un peu plus loin. Ils avaient des groupes comme ça. Donc il essaie d'en piquer 75. Entre les combats et les trucs comme ça, il y en a 57 qui sont montés sur un bateau. Et puis les autres, malheureusement, il les a tués. Et ils sont repartis pour l'Angleterre. Voilà. Et Corte-Real,
Il vient, l'année d'après, il recommence. Et l'année d'après, mais les Béotucs, ils l'attendaient. Et là, c'est les Béotucs qui ont tué Corté-Réal, tout son équipage, et les 2 bateaux. Et déjà les Anglais, quand les Béotucs en avaient piqué 3 et qu'ils s'étaient rebellés pour essayer de retrouver leurs 3 individus, ils les avaient qualifiés de rebelles. Alors après assassiner 2 bateaux entiers, eh ben, c'était la guerre entre les Béotucs et les Anglais. Voilà. Et il se passait des représailles entre eux, tout ça. Et malheureusement, les Anglais, ils étaient beaucoup mieux armés que les Béotucs dans cette histoire. Donc, malheureusement, ça a continué longtemps. Voilà Terre-Neuve, un peu à l'époque. Un grand terrain. Effectivement, les Anglais, les Français, les Bretons, ils étaient avant tout sur cette presqu'île. Et vous voyez qu'un site qui s'appelle Plaisance, c'est le seul fort que les Français ont monté sur l'île, c'était le fort de Plaisance. Hein, parce que les navires français, quand ils étaient dans le golfe du Saint-Laurent, pour pouvoir rentrer au Saint-Laurent pour aller au Canada, il y avait tout un tas de pirates ou de corsaires anglais ou de toute origine. Et les Français avaient mis un fort et un port pour avoir quelques bateaux et essayer de faire des convois pour faire passer les bateaux pour aller au Saint-Laurent. Donc ce fort, on y envoyait quelques soldats pour garder le fort. À l'époque de Louis XIV, on n'avait pas très envie d'envoyer des hommes là-bas. Donc tous ceux qui étaient un peu blessés de guerre, on les envoyait là. Ils se fait traiter. Pour garder un fort, ça allait bien. Il y a eu 250 hommes au maximum. Et en 1715, de toute façon, les Anglais nous l'ont repris et on l'a plus à nous. Donc c'est le seul point qu'on avait. Et de ce point, on n'allait pas embêter les Béotucs dans leur terre. Hein, on les laissait. Voilà. Par contre, les Anglais, eux, ils ont commencé à s'installer et commencé à aller beaucoup plus loin. Il faut dire que tout ce que nous avons fait, nous Français, c'était aller dans le Saint-Laurent avant tout, hein, c'était aller dans le Québec. Et les gens qui venaient, c'était des gens qui voulaient soit aller chercher des fourrures, et ils faisaient amis avec les Amérindiens pour savoir comment les chasser, aller chasser. Et les autres, c'était les gens qui faisaient des transactions. Ce n'étaient pas des terriens qui s'installaient au début. Et donc, c'est tous les contacts qu'on a eus avec les Amérindiens du continent, et on n'a eu quasiment jamais de contact avec les Amérindiens de Terre-Neuve. Alors, les Béotucs, ça c'est la carte un peu plus récente, donc c'est les villes actuelles, donc avec la capitale, qui s'appelle Saint-Jean-Terre-Neuve, St. John's en anglais, tout bêtement. J'ai mis un carré au milieu avec une ville qui est au milieu du canal, hein, vous voyez, quasiment toutes les villes sont en périphérie, et avec un grand lac au milieu. Il faut bien voir que nos amis Béotucs, en été, à partir de la fin du printemps, ils s'installaient sur la côte nord, là, et ils chassaient, et ils pêchaient. Ils pêchaient de la morue aussi, mais à partir de la côte, ils n'avaient pas les grands bateaux pour les... Ils allaient sur une petite île un peu plus haut, là ils ramassaient quelques pingouins. En hiver, ils se remettaient au milieu de l'île, au milieu des forêts et au milieu de ce grand lac pour passer l'hiver. Donc voilà, l'été à la plage, l'hiver à l'intérieur des terres. Voilà l'intérieur des terres. Et l'intérieur des terres, ben, très longtemps, le lac, on l'a appelé le lac des Red Indians. Effectivement, les terres sont relativement ferrugineuses, il y a beaucoup de fer dans les terres à Terre-Neuve. Et ils s'enduisaient de terre, et ils avaient la peau rouge. Et le terme peau rouge que tout le monde connaît, il vient des Béotucs. C'est aux Béotucs qu'on a attribué le terme Red Indians, peau rouge, et
après, on a donné à tous les Indiens d'Amérique, alors que les trois quarts, ils ont des peintures de guerre, oui, mais ils ne sont pas peints en rouge. Ceux qui étaient peints en rouge, c'était les Béotouks. Voilà. Et ils étaient autour de ce lac qu'on a appelé longtemps le lac Brésilien et qu'on appelle aujourd'hui le Béotouk. En réalité, le lac, c'est un lac qui n'est pas fermé, il y a un fleuve qui le traverse, le fleuve Exploit, qui mène vers la baie des Exploits, en haut ici, la baie des Exploits à côté de Tullingate. On voit le fameux qui traverse tout ça. On traverse comme ça, il y a à peu près 800 km, là, il y en a 700, vous voyez à peu près la taille de Terre-Neuve. Bon, il y a un grand toupet là qui va beaucoup plus haut, mais il ne s'est pas passé grand-chose dans cette partie-là. Sanaditite, nous sommes au printemps 1823. Sanaditite est né en 1801 et a vécu toute sa vie avec ses parents. Et nous voilà en mars 1823 et Sanaditite se trouve dans la tente, dans un campement avec sa sœur, avec sa mère, avec son père, et puis une sixième personne. Ils sont 6 dans la tente. Ils sont dans la région de Tullingate. C'est-à-dire qu'on est au printemps, ils viennent de monter dans la région de Tullingate, ils vont monter là-haut, dans l'embouchure de la rivière Exploit, au nord de l'île. Et l'hiver a été très dur, très long, mais cette année, le printemps est hâtif. Donc c'est pour ça qu'ils sont relativement tôt au bord de la mer. Malheureusement, en 1823, il y a beaucoup de trappeurs, de Terre-Neuviens qui traversent en permanence. Et régulièrement, la rivière Exploit, qui est encore gelée, les trappeurs en raquette, ils les voient passer. Alors ils les voient passer et effectivement, ils sont tapis dans leur campement, on pense qu'ils sont au milieu des forêts, pas visibles. Les trappeurs passent, ils ne les voient pas, ils disent rien aux trappeurs et tout se passe bien. Mais cette année-là, cet hiver-là, a été très très dur pour la famille, il n'y avait pas grand-chose à manger. Il y a de plus en plus de trappeurs. Comme ils sont de moins en moins nombreux, la famille, ils sont plus que 6 là. Ils ne peuvent pas chasser. La chasse pour les Béotouks, quand ils étaient nombreux et qu'il y avait beaucoup de place sur le terrain, ils faisaient des espèces de murs en branches pour conduire les caribous dans un espace où ils pouvaient les tuer à coups de lance ou de flèches. Quand on est 5, 6, 8, 10, c'est plus du tout la même chasse. On ne peut pas faire la chasse comme ça. Donc, les Béotouks, c'était des chasseurs-cueilleurs avant tout. Donc, ils arrivent encore à cueillir des choses. Ils arrivent encore à manger quelques moules quand ils sont à Tullingate, ou manger quelques poissons, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc, on est au mois de mars, et ils voient arriver des trappeurs ce jour-là. Et le beau-frère dit on n'a plus rien à manger. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller demander aux trappeurs? Effectivement, les trappeurs, ils ne sont pas gentils, c'est des tueurs indiens, très souvent ils vont nous chercher, mais on a le souvenir que quand même certaines personnes, certains blancs, nous donnaient à manger quand on avait des problèmes. Donc tous ne sont pas méchants. Effectivement, les fameux Basques et Bretons qui passaient, de temps en temps, ils donnaient à manger, mais pas les Anglais qui passaient. Et donc, ils crèvent tous de faim. Le beau-frère insiste et il dit je peux peut-être tenter le coup. Je vais aller les voir, je vais leur demander. Donc, il sort de la tente, il va sur la rivière gelée, il fait des gestes pour dire aidez-moi, je ne suis pas armé, etc. Les trappeurs le laissent arriver. Et arrivé devant les trappeurs, il est abattu par les trappeurs. Les trappeurs l'entourent,
Et puis ils regardent les traces sur le gel, là, et puis ils regardent dans la direction du campement. Ils se mettent à aller dans la direction du campement. Ils sont 5 dans la tente maintenant. Il y a 2 hommes et les 3 femmes. Et les 2 hommes, ils vont faire comme ils ont l'habitude depuis des millénaires. Ils vont tenter de protéger les femmes. Donc ils vont sortir tous les 2. Ils vont se mettre à courir, à crier pour attirer les trappeurs vers eux. Donc les 2 hommes sortent. Ils se mettent à courir, ils se mettent à crier. Ils sont sur la rivière gelée. Ils vont prendre un coude dans la rivière gelée qui va vers une baie sur le lac un peu plus loin. Et ils courent, et la rivière se creuse, et le plus vieux des 2 tombe sous la glace, et on le reverra plus. Le papa de Chanadichit continue, il court, et il n'atteindra pas l'autre côté de la baie, lui aussi il passe sous la glace, et on le reverra plus. Les trappeurs, au demi-tour, ils avaient repéré un peu le campement, et ils trouvent les 3 femmes. Les 3 femmes qui étaient tellement fatiguées, tellement affamées qu'ils n'ont pas couru, ils ne sont pas partis. Donc Sanaditi, sa sœur, sa maman, sont fait prisonnières. Et les trappeurs, J. Cole, qui est le chef des trappeurs, va aller à la côte, à côté de Tulinget, c'est un petit village, Tulinget, c'était à côté de Tulinget, à Tulinget, et là-bas, il y a un monsieur qui s'appelle Peyton. Peyton, c'est un juge de paix, et donc il demande de l'aide à Peyton pour ramener les 3 femmes. Parce qu'effectivement, pendant longtemps, les gouverneurs de Terre-Neuve, à partir du moment où on avait dit c'est des rebelles, ils donnaient des primes pour chasser les béotucs. Quand on a ramené des béotucs morts, on avait une prime. Et pendant très longtemps, on donnait des primes. Par contre, on massacrait ces gens facilement parce qu'on voulait les assouvir, on en piquait, on mettait en esclavage, on ramenait. En 1768, il y a même un événement qui se passe. Il y a une jeune mère béotuc qui est emmenée par les Anglais et on veut qu'elle se prostitue. Et elle refuse de se prostituer, cette dame. Et on la décapite devant son fils. Donc, ça monte à la cour, ce fait monte à la cour d'Angleterre. Et la cour d'Angleterre dit, c'est pas comme ça qu'on agit. Bon. Et donc, ils interdisent la chasse aux béotucs. Mais entre le moment où on dit c'est interdit et le moment où ça se passe à Terre-Neuve, il se passe du temps. Bon. On interdit la chasse. Et Sir Arlington, qui est en 1823, qui est le gouverneur, lui, il n'a pas la même attitude. Il dit, si vous ramenez des béotucs vivants, je vous donne une prime. Mais les trappeurs, ils sont contents. Il y en a 3 qui sont morts, il y en a un qui ont tué, les 2 autres sont suicidés, entre guillemets. Et là, il y a 3 femmes en vie, et ça va leur apporter de l'argent. Donc, ils sont contents. Donc, ils vont voir le juge de paix va se débrouiller pour que ces 3 femmes, elles prennent le bateau à Twillingate pour aller jusqu'à St. John's, la capitale. Et on amène les 3 femmes à la capitale. Alors, Sanaditi a l'habitude de ça, elle a l'habitude de se battre, d'être toujours en... Elle a été blessée par balle, elle a des cicatrices. Quand elle avait 18 ans, elle était en train, au bord du lac, à Vignane, elle était en train de nettoyer une peau de caribou. Il y a un monsieur qui était un Micmac. Un Micmac, c'est un Indien qui venait de l'Acadie. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus tard, 1755, c'est là où les Anglais ont fait du massacre en Acadie. Et ils avaient ramené quelques Micmacs, quelques Abénakis, etc., de l'Acadie, vers Terre-Neuve, pour leur service d'esclaves à Terre-Neuve.
Et ce monsieur, qui s'appelait Noël Josse, ce Micmac, il se vantait à l'époque d'avoir tué 99 Béotucs. Et il souhaitait en tuer d'autres. Donc, mais oui, ça rapportait de l'argent, donc il en tuait. Voilà, donc on va avancer un petit peu. C'est un croquis, et ce croquis, il a marqué Taking Mary March. Mary March, c'est le nom de un additif pour les Anglais. Ils vont l'apprendre au mois de mars. Taking Mary March, ils l'ont appelé Mary March, c'est le nom que donnent les Anglais à son additif. Donc, voilà le schéma de son altercation avec les Anglais, le fait qu'il soit pris par les Anglais. Ça s'appelle les Ternoviens, mais ce sont les Anglais avant. Donc, Sanaditite va être ramené à St. John's. À St. John's, on va les observer, ces dames. On va les confier à un médecin pour savoir si elles sont en forme, etc. On s'aperçoit qu'effectivement, la sœur n'a plus pour très longtemps, elle a la tuberculose et ça ne va pas bien du tout. La maman, elle est très sombre, très concentrée sur elle-même, elle ne veut pas qu'on la touche, on ne veut pas qu'on la... Bon. Et Sanaditite, par contre, dans cette période où elle est ramenée chez les Anglais, elle se montre plutôt enjouée, plutôt curieuse de tout ce qui se passe autour d'elle. Et donc, ils peuvent un peu plus s'occuper d'elle et voir un peu qui elle est. Et à côté de ça, donc la marche en haut, il y a un autre événement qui s'est passé en 1810-1811, qui est relaté, le capitaine Buchan, qui a donné le nom à la ville, qui est juste à côté du Running Nice. Ce capitaine, il avait été envoyé par la couronne anglaise pour prendre contact avec les Béotucs, et ça va les faire à Miami, mais bon, des soldats anglais qui veulent faire à Miami avec des Indiens qui n'arrêtent pas de flinguer en permanence, ça s'est pas très bien passé, et c'est ce qui est raconté sur l'étage en dessous où il y avait énormément de soldats anglais, il y avait beaucoup de rouges quand même, mais on voit, il y en a quand même 2 rouges, ils ont été massacrés et ils ont été tués. Voilà, donc la rencontre qui devait être une rencontre d'échange, ça s'est mal passé. Là, on était en 1810-1811, Sanaditite avait 10 ans, même pas 10 ans. Voilà, nos 6 Béotucs, hein, il n'en reste plus que 3. Et donc, on va les ramener vers St. John's. St. John's, après les avoir regardés, observés sur toutes les coutures, on les habille en anglaise. Et on les fait se promener dans la ville. Et la tradition orale, l'histoire orale à St. John's, c'est qu'il y avait des Amérindiennes habillées en anglaise qui traversaient la ville à l'époque. Et c'est resté dans les mémoires, c'est toujours dans les mémoires aujourd'hui. Voilà. Donc, on les a gardés 5 semaines à St. John's, et au bout de 5 semaines, on dit, ben voilà, on a vu ce qu'on voulait voir, on va les ramener chez elles, on va leur donner des cadeaux pour les leurs, et donc, demi-tour, on retourne de St. John's à Tulingate. À Tulingate, Peyton les amène jusqu'à la rivière Brook. Alors, la rivière, ça a des noms de personnes, ça a des noms d'un peu tout et n'importe quoi. Là, c'est la rivière Brook, une petite rivière qui va sur le grand fleuve Explore. Et c'est la direction où elles avaient été prises. Et donc là, elles sont restées 5 semaines, elles étaient pour un mois de mars. On est début juillet, fin juin, début juillet. Elles vont partir
dans Terre-Neuve, dans les forêts, essayer de retrouver les leurs. Et elles vont passer tout l'été, le début de l'automne. Elles font le tour de l'île dans tous les sens et elles ne trouvent aucun signe de vie. Elles ne trouvent pas de traces de béotuc. Et elles reviennent à Twillingate, chez le juge de paix, Peyton. Et Peyton m'a dit je veux bien vous héberger pour vous donner à manger. Et la maman, alors ça c'est des dessins que fera Sanadikit un peu plus tard. Et c'est tout ce que les dessins que vous voyez, tous les croquis, c'est elle qui les a fait. Donc, chez Peyton, Sanadiki est toujours un peu enjouée, elle a mangé, tout va bien, et la maman, elle essaie de soigner sa fille. La maman, elle essaie de soigner sa fille, et elle fait les saunas. Les Algonquins, c'est eux qui ont inventé le sauna. On chauffe des pierres, on met des pierres sous une tente, la tente elle est étanche, on va balancer de l'eau sur les pierres, et on va faire des séances de sudation, et en même temps d'incantation. On est chez les Indiens, on fait séances de sudation et incantation, et on essaie de faire partir la maladie, ce qui pour certaines choses marche très bien. Pour la tuberculose, ça ne marche pas du tout. Donc, elle fait X séances avec sa fille, et sa fille décède. Donc la maman, à partir du moment où sa fille est décédée, elle s'assoit, elle fixe le sol, elle ne parle plus à personne, elle ne bouge plus, elle ne mange plus. Et une semaine après, elle rejoint sa fille. Sanaditi se trouve toute seule. Sanaditi va être récupérée par M. Peyton. Il va la nommer gouvernante de ses enfants, il va la nommer, etc. En réalité, il l'héberge, il ne lui demande rien, elle fait ce qu'elle veut. Alors, de temps en temps, elle est enjouée, elle aime bien les robes, elle aime bien les jolies couleurs, elle aime bien les objets qui sont dans la maison de M. Peyton. De temps en temps, elle est un peu déprimée dans sa chambre. De temps en temps, elle se sent pousser des ailes, et puis hop, elle s'en va. On ne la voit plus pendant plusieurs jours. Elle va partir en forêt. Elle vient en forêt, et puis, poussée par la faim, elle revient toujours chez M. Peyton. Chez M. Peyton, eh ben, elle mange. Et elle mange goulument, dit M. Peyton. Et oui, pour une fois, elle a tout ce qu'elle veut pour manger. Et les observateurs disent qu'elle devient grasse. Alors qu'on l'a trouvée très jolie femme. Elle faisait 6 pieds, 5 pieds 5 pouces, 1,65 m. C'était relativement grand pour une indienne et pour les gens de l'époque. Elle était belle, bien brune. Et un pasteur anglican dit même, j'ai jamais vu sur aucune personne humaine une dentition aussi belle. Voilà, elle vit comme ça pendant un certain temps chez ce monsieur Peyton. Voilà. Elle vit à peu près 5 ans. Et au bout de 4-5 ans, il y a un monsieur Cormac. Monsieur Cormac qui s'installe à Terre-Neuve. C'est le fils d'un marchand écossais. Et ce marchand écossais, il a eu l'autorisation de la couronne britannique d'installer un institut pour connaître justement les béotucs et de voir un peu comment ils vivent et les s'entretenir. Donc, quand il arrive à St. John's, il fait venir Sanadiki chez lui. Donc en 1828, elle s'installe chez lui. Et c'est là que ce monsieur s'aperçoit que quand on lui donne un bout de papier, un crayon, elle dessine. Elle n'a jamais appris, elle n'a jamais été à l'école, mais elle dessine. Elle dessine, et le premier dessin qu'elle fait, c'est un superbe caribou. Alors, je n'ai pas retrouvé le dessin, parce que je ne vais pas pouvoir le montrer, mais je vous montre d'autres dessins qu'elle a fait, mais pas le caribou, je n'ai pas dit. Voilà. Donc, elle dessine le caribou, mais elle dessine plein de choses. Voilà. Et ce monsieur commence à la faire parler,
Et ce monsieur commence à lui apprendre l'anglais. Et elle lui donne des mots en béotuc, à l'inverse. Elle dessine la maison de M. Cormac à Saint-John's. C'est là qu'elle passe. Ce monsieur a 32 ans, hein. Il n'est pas si vieux que ça. Et il a construit l'Institut des béotucs. Voilà. Et donc, Chanaliti, lui, parle longuement de son peuple. Elle évoque toutes les difficultés de son peuple, tout ce qu'ils ont rencontré. Elle a, quand on la voit discuter, elle a une profonde compréhension de tout ce que son peuple a pu vivre, parce que c'est une tradition orale chez les Indiens, et donc elle sait des choses qui viennent de beaucoup plus loin que ce qu'elle a vu, mais elle a vu plein de choses, elle aussi. Et donc, elle a une compréhension de tous les moments dévastateurs de l'histoire de son peuple. Et donc, c'est ça qu'elle raconte, et c'est ça qu'elle dessine. Ce monsieur Cormac, malgré tout, il est très content de tous les efforts que fait Saint-Laditi pour décrire son peuple, sa culture, comment ils vivent, où ils habitent. C'est lui qui apprend que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils vivent par groupe de 70, 75 et qui se retrouvent pour faire la chasse, par contre. Quand on chasse les caribous, tout le monde se retrouve. Donc il apprend plein de choses d'elle. Par contre, ce monsieur, en 1829, il est obligé de rentrer au pays. Et donc il va laisser Saint-Laditi chez M. James Smith, qui est le procureur de St. John's. Et Saint-Laditi tombe malade assez vite et il décédera au mois de juin 1829. Entre-temps, elle avait dessiné. Là, elle a dessiné ce qu'il mangeait et les réserves et comment il se débrouillait pour faire des réserves. Alors, il fait froid là-bas, hein, et on a de la glace, on a des trucs comme ça, hein, donc on peut faire des bâtiments où on met de la terre pour cacher les aliments et mettre de la glace pour que, etc. C'est un entrepôt où il stockait des aliments courants. Elle va décrire ce qu'il faisait. Alors, vous connaissez tous ces tipis ou les wigwams. Donc, il y a des wigwams d'été et des wigwams d'hiver. Et en réalité, les wigwams en langage béotuc, ça s'appelle les marathèques. Voilà, c'est le fameux bâtiment. Donc, ils ont des bâtiments d'été, des tipis un peu classiques, et des bâtiments d'hiver qui sont beaucoup plus bas, à moitié enfoncés dans la terre, pour avoir chaud, et suffisamment costaud pour tout recouvert de terre. Donc ils se faisaient une espèce de igloo en terre pour passer l'hiver. L'été, c'était des tipis, donc 6 à 8 personnes. L'hiver, c'était des espaces plutôt 12 à 15 personnes pouvaient y vivre. Voilà. Donc elle raconte tout ça. Elle raconte qu'il faisait du feu, parce que je vous ai dit, il y a beaucoup de fer dans la terre. Donc ils trouvent des sulfures de fer, de la pyrite. Et la pyrite, on peut faire des étincelles avec la pyrite. Ils avaient appris à faire le feu comme ça. Par contre, ils ont ce qu'on appelle du mashwik. Le mashwik, c'est l'écorce de bouleau. Et avec ça, ils faisaient tous les plats. Et puis avec des nerfs d'animaux, des tendons, ils faisaient tous les lacets pour leur tenue, mais même pour tenir aussi les casseroles ou les paniers, c'était tout tressé avec des tendons d'animaux. Donc elle raconte l'histoire. Donc ça, elle raconte le retour d'Espaduit. D'Espaduit, c'est sa tante. C'est-à-dire que quand Saint-Laditi a 18 ans, les trappeurs arrivent toujours en direction du lac, là, ils sont plutôt à l'intérieur. Et Desmaduit est pris en chasse par les trappeurs. Desmaduit a du mal à courir parce que Desmaduit, la voit être jeune, elle porte son bébé dans les bras. Donc elle court autant qu'elle peut et elle ne se fait pas attraper tant qu'elle n'a pas pu reléguer, comme disent les Canadiens, c'est-à-dire passer son fils à son mari.
Donc elle arrive à passer son bébé à son mari, et elle continue à courir, mais elle se fait attraper. Son mari va déposer le bébé dans la tente, et revient avec son frère, pour essayer de libérer sa femme. À peine arrivé sur les trappeurs, les deux hommes se font descendre, sont tués, et Desmond VIII est emporté par les hommes. Et Desmond VIII, 4 ans avant Sanaditi, a fait le même parcours. Elle est allée chez Peyton, elle est allée à St. John's, on l'a auscultée, on l'a fait passer un moment avec eux, et de la même façon, au bout d'un moment, on l'a renvoyée, mais malheureusement, au contact des Anglais, elle avait pris des virus qui font que quand on la renvoie, sur le bateau de retour pour aller à Cunningham, elle meurt. Et donc c'est sur un petit canot qui remonte la rivière qui renvoie Desmond VIII à sa famille. Voilà. Donc c'est ça qu'elle raconte. Alors c'est Thomas qui a écrit le texte, hein, mais c'est Sanaditi qui a fait les croquis. Donc c'est pareil, c'est tout un tas de séquences de vie qu'a vécu Desmond VIII. Donc je ne vais pas vous décrire tous les croquis qu'elle a fait. Voilà. Chananitique, c'est la garde de Cormac jusqu'à son départ de Terre-Neuve. Après, effectivement, chez Chesney, elle meurt le 6 juin. De la tuberculose, elle aussi. Elle fut inhumée dans un cimetière militaire et naval de St. John's, au sud de St. John's. Mais la personne qui avait essayé de la soigner, le médecin Carson, l'a ausculté et a fait l'autopsie du corps de Sanaditi après sa mort. Et ce monsieur lui a retiré la tête, il a récupéré le crâne. Donc c'est le corps qui a été enterré. Et le crâne, il l'a placé dans une boîte en fer qu'il a renvoyé au bout d'un moment, au bout d'une année à peu près, en Angleterre. Donc il l'a envoyé au Collège Royal des médecins. Et le Collège Royal, après avoir examiné le crâne, l'a renvoyé au Collège Royal des chirurgiens. Malheureusement, le crâne n'a pas supporté les bombardements de 40. Donc il a disparu. Voilà. La sépulture de Sanaditi n'a pas supporté, elle, 1903. Ils ont fait passer le train, donc ils ont déposé des voies, ils ont tout retourné, ils n'ont récupéré aucun corps. Et aujourd'hui, il y a juste un panneau à l'emplacement où elle a été enterrée, mais il n'est plus là. La statue que vous voyez, c'est la statue qu'on trouve, une statue en bronze à l'effigie de Sanaditi, qui est au centre de l'interprétation des Béotucs, ce que Cormac avait lancé. Donc celui-là existe toujours. Il est toujours c'est un lieu historique de la province de St. John's. Et à l'intérieur de St. John's, il y a aussi une plaque qui a été apposée, pardon, mais c'est pas ça que je voulais faire. Il y a une plaque qui a été apposée. Voilà. Il y a une plaque qui a été apposée parce que cette dame, le gouvernement fédéral du Canada l'a nommée personnage historique du Canada. Ce en 2023. Voilà. En même temps, il s'était mis d'accord avec les Écossais. Les Écossais ont envoyé 2 corps de Béotucs qu'ils avaient amenés pour les musées d'Écosse. Et les 2 personnages qu'ils ont envoyés, c'est Nodo Sabut, l'oncle de Sanaditi, et Desmond VIII, la tante de Sanaditi. Donc ces 2 corps ont été rendus à la même époque à Terre-Neuve, en présence de 5 chefs de tribus autochtones et en présence du ministre de Terre-Neuve, M. Willibald. Voilà. Elle portait toujours sur elle un petit fragment de quartz.
Elle disait 3 morceaux de son pays. Puis son héritage, avec les histoires qu'elle a racontées, les dessins qu'elle a fait. Surtout, elle portait le poids du dessin tragique de son pleur, d'un peuple malheureux comme les pierres. C'était la dernière des Béotiques. C'est l'hymne canadien chanté par les tribus autochtones en algonquin. Enfin, c'est en anglais. Dans la chanson, à un moment ou l'autre. Ça, c'est Terre-Neuve, l'intérêt des forêts. Quand vous écoutez au Canada, elle dit au Canada, la chanteuse, et on entend Kinji derrière. Pour eux, ça veut dire Seigneur, Dieu, en algonquin. Kinji. Kinji. Oui. Voilà. La c'est le premier génocide connu des Anglais. Ils ont éradiqué les Béotiques. C'était la dernière.